Bonjour. On a le Soudan, Gaza, l'Ukraine et puis maintenant l'Asie centrale, avec les États-Unis et Trump qui sont en train de créer des foyers de tension ou de feu partout. On ne sait pas. D'ailleurs, puisqu'il a changé le nom du ministère de la Défense ou secrétaire d'État à la Défense, secrétaire d'État à la guerre. Donc, c'est la guerre qui nous attend. C'est, c'est bien le nom qu'ils ont donné à leur ministère. Donc là, on a au Soudan un vrai problème humain, un génocide vers le Darfour et le Kordofan. Et ils sont en train de... L'armée, elle se bat contre l'intervention rapide de Hamadati, qui est avec l'appui des Émirats arabes unis, d'Israël et de l'Éthiopie, et de mercenaires qui viennent de Libye, du Tchad, de Colombie et d'Ukraine, et peut-être d'autres pays. Et là, c'est les Émirats qui payent, et Israël qui fournit les armes. Je ne sais pas si c'est les États-Unis derrière, certainement, parce qu'il y a un jeu trouble qui se passe là-bas, puisque la Russie aussi est impliquée avec le gouvernement maintenant, alors qu'avant Wagner était avec Hamidati. Maintenant, la Russie est avec le gouvernement. Il y a la Turquie qui est entrée en jeu et l'Égypte. Donc imaginez tout cela dans un pays, le Soudan. C'est un peuple tellement bon, généreux, et puis c'est un pays tellement riche qu'il peut subvenir aux besoins de toute l'Afrique en agriculture. Alors, à part l'or, le pétrole, l'uranium et encore les métaux rares. C'est un pays qui regorge de ressources et c'est un peuple incroyablement généreux et hospitalier. Et on a fait de ce pays un vrai foyer de guerre qui peut maintenant s'étendre sur beaucoup de pays, depuis le Soudan jusqu'au Mali. Parce que les Janjaouides, là, qui d'origine arabe avant, qui se battaient avec le gouvernement contre les indépendantistes du Darfour, maintenant sont devenus des mercenaires. Et maintenant, ils se battent pour l'argent. Ils veulent une nouvelle séparation ou division du Soudan, puisque le Soudan, avant, on l'avait déjà divisé en Soudan du Nord et Soudan du Sud, parce qu'il y avait une guérilla des chrétiens contre les musulmans du Sud au Nord, où on a inventé un peu cette guerre de religion de chrétiens et de musulmans, parce qu'ils sont dans les deux côtés. Et finalement, le Sud, qui regorge de pétrole, a pris son indépendance par la poussée de la communauté internationale, surtout les États-Unis et l'Europe. Et là, maintenant, les champs pétrolifères les plus proliférants sont dans le sud. Mais la paix n'est pas encore rétablie dans le sud, c'est encore le chaos. Et dans le nord, c'est pire encore. Alors, maintenant, un vrai génocide se passe au détriment des populations qui ne sont pour rien dans cette histoire. Il y a eu un coup d'État sur Omar Bashir qui lui aussi voulait imposer la charia à tout le monde avec les frères musulmans. Après, il s'est retourné contre les frères musulmans et même il les a sortis du jeu, même en emprisonnant beaucoup. Et là, lui, c'est un coup d'État contre lui par son armée. Et après, c'était un gouvernement civil qu'on a mis. Après, on a fait encore un coup d'État sur le gouvernement civil. Et voilà, maintenant, les militaires sont au pouvoir. Et maintenant, qui étaient alliés avec l'intervention rapide d'Ahmadati, maintenant, ils se retournent contre eux. Donc, c'est entre eux. Qu'est-ce qu'a à voir la population qui se fait massacrer, que ce soit
à Khartoum, que ce soit à Omdurman, que ce soit maintenant, ils les ont sortis de là-bas, le gouvernement a sorti l'intervention rapide, ils se sont repliés sur le Darfour. Et maintenant, c'est Al-Fashir, un vrai génocide. On va prendre les maisons dans les maisons, on viole les femmes, on tue, c'est incroyable. Et maintenant, voilà, il y a des avions qui bombardent du gouvernement sur les forces d'Hamidati et sur les ravitaillements qui viennent, et puis aussi des drones et des avions inconnus dont on ne sait pas l'origine, qui probablement sont ou turcs ou égyptiens ou russes. Donc, maintenant, on est dans un flou diplomatique et politique et militaire. Et ça continue. Non, mais c'est la population qui souffre dans tout cela. Maintenant, les pays qui sont impliqués là-bas, chacun a son enjeu stratégique. Il y a l'Éthiopie, l'Israël et les Émirats unis qui sont ensemble. Je dis bien ensemble. Israël, les Émirats unis et l'Éthiopie. Et encore des mercenaires qui viennent de Libye, d'autres de Colombie, d'autres de l'Ukraine. C'est pour ça que la Russie maintenant est entrée en force là-bas. Parce que les Ukrainiens maintenant, beaucoup d'armements fournis par l'OTAN ou par l'Union européenne ou par les États-Unis sont vendus aux Émirats et qui passent vers le Soudan. Parce que les Émirats ont beaucoup d'intérêt là-bas, puisque l'or, là où il y a l'or, c'est là où Ahmedati contrôle l'or. Et il envoie aux Émirats. Et voilà, et puis derrière, il y a Israël et l'Éthiopie qui ont aussi logistiquement et militairement sont là pour appuyer. C'est incroyable, mais le Soudan, pauvre Soudan, et malheureusement, les pays arabes sont insensibles, à part l'Égypte qui est impliquée dans cela, aucun pays arabe ne s'en soucie. Par contre, même en Europe, à Berlin, il y a une manifestation pour le Soudan. Et bientôt, peut-être, ça va prendre de l'ampleur dans certains pays. On espère, de toute façon, que la communauté internationale se réveille parce qu'un génocide est en train de se passer au Soudan. À Gaza, maintenant, aussi, les dés sont truqués. Là, il y a un vrai problème entre Israël, ou plutôt entre Netanyahou et Trump, et les États-Unis et Israël. D'abord, Israël commence à perdre beaucoup de crédit aux yeux de la population américaine. Et le plus flagrant indice ou la plus grande preuve est l'élection de Zahran Mamdani à la mairie de New York, alors qu'il dit carrément que si Netanyahou vient à New York, il le fera arrêter et le livrer à la Cour pénale internationale. Quand on lui a dit au début de la campagne, est-ce que vous allez faire le voyage à Israël, il dit pourquoi? Moi, c'est les Américains qui m'ont élu. Et il se bat pour la Palestine depuis qu'il était étudiant, pour les droits du peuple palestinien. Et derrière lui, un grand mouvement même de juifs, des jeunes juifs américains. 30% des juifs de New York l'ont élu. 75% des jeunes juifs l'ont élu. Et maintenant, il y a une communauté juive très puissante à New York qui est contre la politique de l'État d'Israël et contre Netanyahou et qui dénonce tout le temps le génocide contre les Palestiniens et qu'ils disent qu'ils veulent vivre en paix avec les Palestiniens. Et eux, ils soutiennent Mamdani. Et là, aux grandes dames du Parti républicain et de Trump surtout, et même de certains du Parti démocrate, dans Adam Schiff, qui est le représentant, le porte-parole, le chef de file des démocrates. Donc là, on assiste à une vraie débâcle d'Israël aux États-Unis. Et maintenant, pour couronner le tout, voilà, il y a des Palestiniens, le Hamas, ou d'autres factions qui sont dans les tunnels. À Rafah,
et dans d'autres endroits derrière la ligne jaune. Et là, ils ont été coupés maintenant de leur base vers Gaza, parce qu'on a fait la ligne jaune, après la ligne rouge, après... donc là, Trump et les États-Unis veulent que ceux qui sont là-bas puissent sortir en sécurité. Parce que pour eux, c'est le moyen de montrer que le plan de Trump va fonctionner. Si on les laisse sortir sains et saufs, ça veut dire ils déposent les armes, ça veut dire que on peut continuer à voir avec Hamas et les factions palestiniennes qui font la résistance à Israël, qu'ils déposent les armes en toute sécurité. Mais Netanyahu ne l'entend pas comme ça. Et derrière lui, Ben Gvir et Smotrich, ils sont contre le plan de Trump et dénoncent même Trump qui est en train de mettre Israël dans un vrai problème. Et la politique de Trump ne les arrange pas. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent vraiment toute la Palestine, même la Cisjordanie, et même continuer le Liban, et même la Syrie, et le grand Israël dont ils rêvent. Donc il pousse Netanyahou. Netanyahou, s'il accepte de laisser sortir les combattants qui sont à Rafah, derrière la ligne jaune, il est décrédibilisé auprès de ses supporters extrémistes. Et s'il ne les laisse pas, il entre en confrontation directe, et ce qui est en train de se passer avec Trump et les États-Unis. Parce que pour Trump, qui pense plus loin, il veut qu'il sorte sain et sauf afin que de montrer que effectivement le plan va fonctionner, et si Hamas dépose les armes, ils n'ont rien à craindre. Alors que si Netanyahou ne les laisse pas, ça veut dire que le plan de Trump ne fonctionnera pas et que les gens, s'ils déposent les armes, ils vont les exécuter, ils vont les tuer carrément. Voilà le problème. Maintenant, qu'est-ce qui est en jeu en ce moment? Il y a un cadavre mort israélien depuis des années, plusieurs années, qui est là-bas à Rafah, et dont la famille revendique le retour de sa dépouille. Et les Palestiniens, les Gazaouis qui sont à l'intérieur du tunnel, ils ont trouvé le corps. Et ils disent qu'ils sont prêts à le livrer, mais contre une sortie sain et sauf. Maintenant, ils sont en train d'étudier. Est-ce qu'ils peuvent sortir et aller vers l'Égypte ou retourner à Gaza? C'est ça ce que veut Trump et les États-Unis. Et d'ailleurs, il envoie, comme d'habitude, Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner pour vraiment mettre Netanyahou devant une pression accrue afin de terminer ce dossier, parce que ce dossier bloque tout le plan de Trump. Et il va y avoir certainement une collision, pas une confrontation. Cette fois-ci, c'est grave pour Netanyahou et les rapports avec Trump et l'Israël et les États-Unis. Il risque d'y avoir un clash. Ou ils vont se débarrasser de Netanyahou et de sa clique, de Ben Gvir, et tout le gouvernement va tomber, où il va y avoir, parce que les Israéliens ne sont pas prêts à sacrifier leur intérêt vital avec les États-Unis pour la gueule de Netanyahou, pour les beaux yeux de Netanyahou. Donc Netanyahou est dans une situation catastrophique. Il va sacrifier les intérêts d'Israël pour ses propres intérêts, pour rester au pouvoir, pour que son gouvernement ne tombe pas et qu'il ne va pas devant la justice payer pour ce qu'il a fait, ouvrir la commission d'enquête sur le 7 octobre, où son implication est plus que certaine, où qu'il avait non seulement préparé, mais aidé à sa concrétisation pour pouvoir aller vers son plan du Grand Israël. Et c'est ça ce qui ressort de toutes les dénonciations qu'il y a eu et de tout le dossier qu'il attend. Voilà maintenant pour Israël. Pour le Liban, Israël frappe
dans le sud Liban. Ils veulent entrer en guerre. Netanyahou doit faire la guerre pour échapper à son sort. Il est acculé de toutes parts. Donc il va essayer de faire la guerre avec le Liban. Et c'est en train, il frappe, et Hezbollah a dit qu'ils ne vont plus rester inactifs parce qu'ils ont les bras liés par leur gouvernement. Mais le président Joseph Aoun a dit dernièrement, bien qu'il s'est un peu rétracté après, mais il a dit que l'armée doit réagir. Parce qu'on assassine des civils avec des drones, avec des tirs des villages, et puis les Israéliens n'ont pas l'intention de sortir du sud Liban. Ils veulent occuper jusqu'au Litanie. Et maintenant, la guerre est inévitable avec le Liban. Et le Hezbollah est fin prêt. Et si le Hezbollah entre, il y a le Yémen et il y a l'Iran. Parce que Netanyahou concentre aussi sur l'Iran. Peut-être pour la neutraliser, pour qu'elle n'entre pas dans la guerre du Liban, ou parce que effectivement, il a la hantise de l'Iran et de l'arme nucléaire iranienne qui est à la portée aujourd'hui. Ils peuvent la faire quand ils veulent, s'ils l'ont pas fait. Maintenant, mais les missiles qu'ils ont suffisent à faire disparaître Israël de la face de la terre. Et ça, les Américains sont conscients. Mais même les stratèges israéliens sont conscients. Mais Netanyahou veut entraîner les États-Unis dans cette guerre avec l'Iran. Et ce que les États-Unis essaient d'éviter, malgré que les annonces qu'ils font, mais ils veulent l'éviter à tout prix. Mais Netanyahou, maintenant, il prépare la bombe nucléaire, une mini-bombe peut-être nucléaire pour faire valoir sa puissance, parce que Israël maintenant elle est en déliquescence, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. Israël est divisé dans tous les sens. Les dégâts qu'ils ont eus dans les 12 jours contre l'Iran, ils sont incroyables. Et là, c'est en train de sortir. Ils ont fait un blackout total sur cela, mais c'est en train de sortir. Et aussi contre le Hezbollah, ils ont eu des pertes incroyables. Contre les Houthis aussi, et contre les Gazaouis. Donc, ils cachent leur perte par des cris de guerre et par des va-t-en en guerre et par des attaques d'avions. Dans avions seulement. Ou quand ils sont sur le terrain, ils ne peuvent même pas résister aux Gazaouis sur le terrain. Combien de blindés ont été détruits? Combien de chars ont été détruits? Les Markaba, les fameux Markaba. Avec les Houthis du Yémen, 22 drones les plus sophistiqués qui coûtent chacun 36 millions des Américains, ils les ont abattus. Et le porte-avions a été frappé. Dernièrement, c'est sorti. Il a été frappé, c'est pour ça qu'il s'était enfui. Maintenant, les Américains ont peur d'entrer même dans la guerre avec le Yémen. Mais Israël pousse à cela. Et les Yéménites sont irréductibles, indomptables. Si la guerre de Gaza ne s'arrête pas, ils n'arrêteront pas. Maintenant, il y a un arrêt, ils sont tranquilles, mais il y a le Liban, c'est pareil, ils ont dit. Le Liban, si Israël attaque le Liban, les Houthis réagiront. Et maintenant, cette région va être un vrai feu, du feu qui va incendier la région. Si les Saoudiens entrent en guerre avec les Houthis, c'est pire encore. J'espère qu'ils auront le bon sens de ne pas se faire entraîner dans cette guerre par les Américains et Israël. Parce que les Houthis sont en train de dénoncer maintenant les Saoudiens. Parce qu'il paraît qu'il y a un centre de commandement unifié entre l'Arabie Saoudite, les Américains et Israël pour espionner les Houthis du Yémen, et il paraît qu'ils ont été impliqués même dans l'assassinat qu'il y a eu du gouvernement yéménite. Les Saoudiens démentent, mais
Et ils ont arrêté les Houthis, une cellule d'espionnage qui ont fait des aveux. On ne sait pas où ça va aller, espérant qu'il n'y aura pas la guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen qui va vraiment être catastrophique pour toute la sous-région. Et c'est le vœu d'Israël de rendre la péninsule arabe au temps un siècle ou 2 siècles en arrière. S'il y a une guerre, ils font la guerre pourquoi? Pour quel intérêt? Pour l'intérêt des Israéliens ou des Américains? Mais c'est incroyable, c'est absurde, c'est contre toute logique. Et au Mali maintenant, la Qaïda, le terrorisme a encerclé même Bamako. Qu'est-ce qui va se passer maintenant depuis Bamako jusqu'au Soudan, cette région du Sahel et de l'Afrique subsaharienne est dans une situation explosive au sud de la Libye, le Tchad et Soudan. Maintenant, tout cela, cette région-là aussi, des guerres partout, pour le profit des marchands des armes, du complexe militaro-industriel. Et en Ukraine, les pauvres Ukrainiens, comme on a dit combien de fois, pourquoi ils ont sacrifié l'Ukraine. Et l'Union européenne continue encore à hausser le ton et à menacer la Russie, alors que la Russie est en train de détruire l'armée. Elle a détruit déjà l'armée ukrainienne et elle est en train de prendre davantage de villes et ils vont prendre Odessa. Et il n'y aura plus d'Ukraine. Même la Pologne et la Hongrie vont récupérer du territoire après, de l'Ukraine. L'Ukraine va être dépecée. Pourquoi? On a mis un clown, un acteur, Zelensky, pour faire de la figuration et qui chaque fois est en train d'inventer des choses nouvelles pour recevoir plus d'argent et d'armement. Et il y a un grand business dans cela. Et Trump, maintenant, il est en train de profiter de cela pour détruire aussi l'Europe. Parce que pour lui, l'Europe, ils sont tous contre lui. C'est des mondialistes. Et lui, il se bat contre le mondialiste, contre la Deep State, contre le forum de Davos, contre tout le plan préparé par des mondialistes et les eugénistes. C'est pour ça que lui et Poutine, en fin de compte, ils peuvent s'accorder sur beaucoup de points. Et Trump ne considère pas Poutine un ennemi ou la Russie un ennemi. Pour lui, c'est la Chine qu'il faut neutraliser. Il veut à tout prix séparer ou faire une distance entre la Russie et la Chine pour qu'il puisse vraiment faire le poids contre la Chine qui monte d'une façon incroyable et qui, loin de ses guerres, est en train d'avancer ses pions. Voilà ce qui se passe maintenant dans le monde. Merci, à la semaine prochaine.